Denis Jacob, bonjour. Vous Bonjour. êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT et merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer évidemment toute l'actualité, parfois tragique, parfois violente, autour du rôle des policiers en France, de leur encadrement, des choix politiques qui les concernent. Est-ce que les citoyens et la police ont divorcé ou non? Les choses sont évidemment beaucoup plus complexes que ça et de toute façon les sondages montrent que ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. On va essayer d'aller au fond du sujet pour comprendre comment on en arrive à ces tensions et à cette situation où des policiers sont mis en cause, où des policiers sont aussi l'objet de violences et de haine. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de pointer ensemble tous ces problèmes, d'essayer de comprendre comment on en arrive à ces images totalement inacceptables? Formation, recrutement, encadrement, qu'est-ce qui s'est passé pour aboutir à ça? Alors, les mesures qu'il fallait mettre en place, ou qu'il faudrait mettre en place, parce que le problème n'est pas réglé à ce jour, c'est tout d'abord le recrutement. Le recrutement, moi, quand je suis rentré dans la police nationale, on avait ce qu'on appelle une enquête de moralité, qui était faite en général par les renseignements généraux, qui s'appelle aujourd'hui renseignement territorial, puisqu'il y a eu une réforme en 2008, et il y avait une enquête de moralité, de voisinage, que faisait votre père, votre mère, vos frères et sœurs, au niveau du voisinage, comment vous étiez perçu. Donc il y avait déjà cette enquête-là qui permettait de filtrer un peu les recrues. Et puis on a des tests psychotechniques et puis autres au moment du recrutement. Alors, il faut se poser la question aujourd'hui, est-ce que cette enquête moralité existe toujours? Je ne peux pas vous répondre, je ne le sais pas. Et si elle existe, est-ce qu'elle est aussi pertinente qu'elle l'a été dans le passé? Puisqu'on a eu, il faut le dire, en école de police, on s'est aperçu, après avoir incorporé des jeunes, eh bien que certains avaient déjà fait l'objet de poursuites judiciaires, qu'ils avaient un casier, ou qu'on avait également de jeunes futurs policiers qui étaient radicalisés. On a eu le cas à Nîmes, notamment, d'un jeune qui diffusait au sein de son école des photos, des vidéos de décapitation. Donc bon, il a été renvoyé. Il n'aurait jamais dû arriver en école de police, oui, ce garçon. Donc déjà, il faut se poser la question de est-ce que le recrutement, tel qu'il est fait aujourd'hui dans la police nationale, est pertinent? Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la formation. La formation initiale, elle était jusqu'à très récemment de 12 mois. Une formation de 12 mois, théorique, de 8-9 mois, et puis le reste sur le terrain par des stages réguliers dans les services de police. Courant 2019, on a réformé cela, et de 12 mois de formation théorique, on est passé à 8 mois, et on a laissé 16 mois d'activité pratique. En fait, vous êtes en stage pendant 2 ans. 1 an, normalement, de théorie, 1 an de pratique. On est passé de 8 mois de théorie à 16 mois de pratique. Pour des raisons de coût? Pas pour des raisons de coût. Pour des choix pour des choix c'est surtout pour avoir plus rapidement des policiers sur le terrain. D'accord. Clairement. Clairement. Et d'ailleurs, il y a eu une bronca des syndicats de police au moment où ce texte a été voté, puisque ça a été voté avec les syndicats en comité ministériel. Hein, c'est un peu le fonctionnement interne de la police nationale. Vous avez des instances où on siège alors, les syndicats prennent les décisions, mais ce sont des avis consultatifs. Donc, même si on est tous défavorables, le texte, il est rejeté une première fois, on se réunit 15 jours après, et même si on est à nouveau défavorable, le texte passe quand même. Hein, mais ça veut dire qu'on a des jeunes recrues qui sont en formation sur le terrain, ce qui permet de se faire une expérience, mais qui tout de même les jette un petit peu dans la fosse aux lions, sans avoir eu peut-être suffisamment de formation théorique avant, de travail sur les bonnes réactions, sur la maîtrise de soi, sur la déontologie. Tout à fait. C'est ça que ça signifie. Tout à fait. Il faut peut-être d'ailleurs accentuer le caractère déontologique, en tous les cas comportemental, vis-à-vis de la population avec laquelle on est amené à être en contact direct. Alors forcément, on n'est pas en contact avec les populations, monsieur et madame tout le monde, qui va travailler le matin dans les bureaux ou à l'usine. Hein. On est très souvent exposé à une population de quartiers défavorisés. Et je parle pas non plus des gens qui se lèvent tôt pour aller travailler, mais je parle notamment des jeunes qui
qui sont pris dans un trafic de quartier, et qui souvent sont victimes eux-mêmes de ce quartier parce qu'ils ont été laissés à l'abandon, personne pour s'en occuper, et c'est les réseaux de trafiquants qui les ont pris en main. On pourra en parler aussi parce que ça, c'est un vrai sujet sur la politique qui est conduite pour ces jeunes-là, parce que c'est pas la police qui pourra régler ça. Et donc, il faut renforcer, je pense, effectivement, la formation sur tout ce qui est discrimination, et le racisme notamment, et l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de nos concitoyens. Alors, il y a des choses qui existent déjà. Par exemple, vous avez, au sein de la police nationale, l'association FLAG, qui est une association de gays et lesbiens dans la police nationale, et qui va régulièrement, en école de police, faire de la pédagogie sur la lutte contre les discriminations. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Mais ça, c'est au ministère de voir ça. On a eu ce scandale il y a quelque temps de ce groupe Facebook de policiers avec des propos racistes qui étaient totalement inacceptables. Tout à fait. Alors, certains disent que certains parlent de racisme, le mot est à la mode, systémique, c'est-à-dire qu'il laisserait entendre que l'institution dans son ensemble engendrerait ce racisme et le favoriserait. D'autres expliquent que non, que ce sont des phénomènes ponctuels, même peut-être nombreux, mais ponctuels. C'est une différence majeure. Ah, c'est une différence majeure. Moi, je réfute catégoriquement qu'il y ait un racisme systémique ou même des violences systémiques dans la police nationale. Qu'il y ait du racisme, qu'il y ait des violences, oui. Je ne veux pas dire que c'est pas vrai. Oui, il y en a. On a eu des affaires récentes, donc on va pas. Enfin, je veux dire, ce serait pas honnête de notre part que de le nier. Voilà, ça existe. Fort heureusement, c'est pas la grande majorité, mais c'est toujours de trop. Donc, du racisme ou des violences systémiques, non. Du racisme et des violences, oui. Et on a des affaires qui le démontrent. Donc voilà. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Alors, moi, j'ai pas la science infuse en la matière. C'est au ministère de l'Intérieur de travailler là-dessus et de savoir ce qui est le plus opportun à mettre en œuvre pour éviter que ça ne se produise plus. Après, on n'est jamais à l'abri d'avoir quelqu'un qui passe à travers les mailles du filet et qui se comporte comme quelqu'un qui ne devrait pas se comporter quand il est policier. Vous parliez tout à l'heure du fait que ces policiers sont face à des populations qui sont parfois celles de jeunes gens pris dans des trafics, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement, dans le fait que ce soit toujours les plus jeunes fonctionnaires, c'est vrai d'ailleurs dans toutes les institutions, c'est vrai dans l'éducation nationale aussi, les plus jeunes fonctionnaires sont dans les endroits les plus difficiles et se retrouvent confrontés à des populations souvent issues de l'immigration qui sont prises dans ces réseaux? Est-ce que ça peut aussi engendrer chez certains un réflexe et parfois une agressivité ou parfois une forme de racisme qui naîtrait de cette confrontation, C'est fort possible, c'est même très probable. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans la police nationale, on rentre un peu dans la police nationale avec le rêve du policier qui va interpeller les méchants, porter aide et assistance à la veuve et à l'orpheline, ou à l'orphelin, vous voyez. Donc ça, enfin moi je l'ai vécu comme ça. Alors je vais pas prendre mon cas systématiquement parce que tout le monde le vit à sa façon, mais on arrive avec une image idéale de la police nationale, et puis du jour au lendemain, on se trouve confronté à la réalité dure du terrain avec toute la misère sociale que l'on doit gérer, parce qu'on gère toute la misère sociale, très souvent des situations que l'on vit nous-mêmes, problèmes de couple, problèmes avec les enfants, problèmes d'argent, donc vous avez vos propres problèmes, vous devez gérer ceux des autres, et on n'est pas à l'abri de collègues effectivement qui pètent un câble, et puis on a aussi ces jeunes qui arrivent dans des départements où personne ne veut aller. Clairement, le 93, pour ne le citer que ce département qui est le plus pauvre de France, mais aussi le plus dur et difficile en matière de délinquance, la moyenne d'âge, c'est 25-30 ans. Mais comment on fait pour empêcher ça? C'est pareil pour l'éducation nationale. Ça fait 20 ans qu'on entend qu'il faut arrêter de mettre les plus jeunes fonctionnaires dans ces endroits-là. Ça ne change pas. Parce qu'on n'a pas une véritable politique de fidélisation des agents, c'est-à-dire arriver à maintenir des agents sur place. Alors ça peut être en termes de rémunération, mais ça peut être aussi en termes de dispositifs sociaux, logement, crèche, etc., qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on n'a pas à notre disposition. Et donc, quand on travaille dans un endroit particulièrement difficile et qu'il n'y a aucune autre attirance que le travail pour y rester, la première chose que l'on veut faire, c'est partir dans un endroit beaucoup plus calme pour faire notre travail. Donc, il y a un véritable problème de politique de fidélisation. Et on en est là aujourd'hui parce que cette politique de fidélisation elle aurait dû être mise en place il y a au moins 20 ans, c'est-à-dire quand on avait encore des anciens qui étaient présents sur le terrain, très souvent d'ailleurs originaires de la région, ce qui pose aussi
la question de la mutation des fonctionnaires en sortie d'école, c'est-à-dire qu'il faut savoir que 90% des jeunes, quand ils sortent d'école, ils iront forcément en Île-de-France. Donc nous, au titre de mon organisation syndicale, on dit il faut se pencher et réfléchir sur la question de la régionalisation, de façon à ce qu'on puisse avoir un terreau de policiers qui, au bout de quelques années, deviennent des anciens, et quand les jeunes arrivent, eh bien, on puisse les encadrer, comme moi j'ai connu, il y a 30 ans. Moi je suis arrivé, j'avais une majorité de collègues qui avaient 40, 45 ans, ça faisait déjà 15 ou 20 ans qu'ils étaient en service, et j'ai commencé ma carrière sur le Val-de-Marne, je travaillais sur tout le département, et à chaque fois qu'on allait sur une commune différente, on me disait, bah, attention, cette commune-là, ben voilà, Vitry-sur-Seine, c'est pas Saint-Maur-des-Fossés, donc on se comporte pas de la même manière, on marche pas le long des immeubles, on prend de l'écart de quelques mètres parce qu'on sait qu'il y a des choses qui tombent du toit. Et donc on était encadré et on nous disait attention, on a une population particulièrement difficile, on n'intervient pas, on contrôle pas de la même façon, et donc il faut être prudent. C'est fini tout ça, il n'y a plus d'anciens. Donc on balance des gamins, parce que ce sont des gamins, sur le terrain, qui ne connaissent encore rien à la vie, parce que la grande majorité sortent de chez leurs parents, ils sortent très souvent de leurs études, donc ils ne savent pas comment réagir face à une situation particulièrement dangereuse dans des départements du 93, et je me répète, la grande majorité vient de province. Donc en plus, ils ne connaissent même pas l'Île-de-France et toutes les difficultés de l'Île-de-France. Donc il faut que le ministère de l'Intérieur réfléchisse à comment répartir les effectifs, les plus anciens et les plus jeunes, de manière à ce qu'on ait une mixité non plus sociale, parce que la mixité sociale existe aussi dans la police nationale, mais une mixité dans l'âge, de façon à ce qu'on ait véritablement un encadrement. Donc le ministre l'a dit, il faut qu'on voit ça de près, qu'on travaille là-dessus. Je ne vais pas jeter la pierre à ce ministre-là, parce que ce n'est pas un problème récent. Je veux dire, ça fait tous les ministres ont leur part de responsabilité. C'est dommage qu'il ait fallu ce type d'affaires. On pourrait parler de l'évacuation de la place de la République avec les migrants. Parlons-en. Il n'y a aucun souci. Quelle est votre vision là-dessus ? Écoutez, la vision, elle est très claire. Il y a des consignes des autorités qui ont été données pour évacuer très rapidement. Ces consignes-là, elles n'ont pas été prises d'initiative, déjà, il faut le dire. On est dans le 3e arrondissement. Donc, excusez-moi de l'expression, ça fait un peu tâche de voir des migrants comme ça, 500 envahir une place. Donc il faut dégager tout le monde tout de suite. Donc on n'a pas pris le temps d'organiser l'évacuation avec des personnels qui ont l'habitude de gérer ce type de rassemblement, parce que c'est considéré comme un rassemblement, comme une manifestation. Donc on emploie dans ce cadre-là des effectifs qui sont formés pour ça, en l'occurrence les effectifs de la direction de l'ordre public et de la circulation de Paris, la DOPC. Et donc, on n'a pas cru bon de les maintenir présents en fin de journée, puisqu'ils terminent aux alentours de 20h, alors qu'on savait déjà qu'il allait y avoir un rassemblement, et on a fait appel aux effectifs de la DESPAP. Alors la DESPAP, ça concerne notamment les BAC et les compagnies d'intervention, les compagnies de sécurisation et d'intervention, donc des effectifs qui sont plutôt habituellement employés sur de l'anticriminalité. Le contexte n'est pas le même, donc on ne peut pas. Moi, j'ai été choqué par cette rapidité d'évacuation parce qu'on était dans le 3e arrondissement, alors que pendant plusieurs mois, ils étaient le long du périphérique, porte de la Chapelle, tout le monde s'en foutait. Je dis clairement. Moi, en tant que citoyen, ça me choque que pendant des mois, on laisse des gens là-bas, tout le monde s'en moque, tant que visuellement, ça pose pas un problème ou de délinquance, ils sont bien là-bas. Mais là, place de la République, vous comprenez, c'est le centre de Paris, alors là, il faut évacuer tout de suite. Et puis, je dénonce aussi la manipulation qui en a été faite, parce que le service d'ordre pour l'évacuation n'a pas été à la hauteur de la situation, mais on a eu une manipulation aussi, soit de certains hommes politiques, soit associatifs, pour faire le buzz dans un contexte politique autour de la loi sur la sécurité globale qui tombait à point pour faire monter la mayonnaise. Donc moi, je renvoie dos à dos les autorités du ministère de l'Intérieur qui ont pris des décisions qui n'étaient pas adaptées à la situation, et je dénonce aussi ces politiques et ces associations qui utilisent la misère sociale pour faire un buzz politique. Et c'est
tout aussi détestables que les mauvaises décisions qui ont été prises au niveau des autorités de la police. Oui, de toute façon, on savait très bien, en effet, que c'était des images qui étaient recherchées par les associations qui ont choisi Oui, de se mettre place de complètement. la République. Alors, il se trouve qu'ils ont eu les images qu'ils cherchaient, Bien sûr. et que c'est peut-être, en effet, pas très malin politiquement. Finalement, vous me citez des exemples où on a l'impression que les policiers sont, j'allais presque dire, victimes des erreurs, des choix ou des lâchetés du politique. C'est-à-dire que ce soit face à des trafics récurrents où finalement ce sont les policiers qui sont en première ligne avec une forme d'impuissance qui ne dépend pas d'eux mais des choix beaucoup plus globaux, que ce soit dans ce genre de cas comme Place de la République où en fait la question est celle beaucoup plus large du traitement des migrations et de la façon ensuite dont on redirige ces migrants. Or là, rien n'avait été fait pour décider où on les emmenait. Donc à chaque fois, vous êtes mis en première ligne, vous êtes les remparts, et le politique se cache derrière vous. Oui, clairement, oui, et c'est pas nouveau, malheureusement. Vous savez, on l'a vécu de la même manière sur les manifestations contre la loi travail en 2016, avec les mêmes violences, et on l'a vécu encore antérieurement sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc, ça fait 20 ans qu'on voit ça. Ça fait 20 ans, et ça monte crescendo. Et le problème, c'est qu'on nous demande de faire, mais on nous donne pas les outils pour le faire. Et là aussi, Gérald Darmanin fait le constat à l'audition, à l'Assemblée nationale lors de son audition. Très bien, mais maintenant, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on nous en donne les moyens, parce que on va dire, on va faire, puis 6 mois vont passer, puis dans 6 mois, on va recommencer, on va avoir à nouveau les problèmes. Non, là, il faut, mais c'est pas uniquement le gouvernement, je dis c'est les parlementaires, puisque ce sont eux qui votent les budgets. Donc, il faut que les parlementaires prennent aussi conscience que s'ils veulent qu'on règle les problèmes, il faut nous donner les outils pour qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions, et deux, il faut arrêter de croire que ce sont les policiers qui vont régler tous les problèmes. On parle des migrants, mais on peut revenir sur les quartiers difficiles. Tant qu'on ne mettra pas une véritable politique de la ville, une véritable politique sociale et une véritable politique économique dans les quartiers difficiles, on ne réglera pas le problème de la délinquance. Parce que c'est pas, je dirais, la police, ça doit être l'ultime intervenant de l'État dans les quartiers défavorisés. On ne doit voir la police que quand on a tout essayé, que ça n'a pas fonctionné, et on intervient pour faire notre travail de rétablissement de l'ordre. Mais il y a 15 ans ou 20 ans, on avait des animateurs sociaux, on avait des éducateurs sociaux dans ces quartiers-là. Ils sont passés où? Il n'y en a plus. En fait, tolérance zéro, c'est un slogan, ça fera jamais une politique. Ça oui, ne suffit pas. C'est pas possible. On nous demande de régler tous les maux de la société, mais nous, on est l'ultime recours aux maux. C'est vraiment quand on a tout essayé, que rien n'a fonctionné, qu'on dit, bon ben voilà, on va faire appel à la police, parce que ça... Mais encore faudrait-il qu'on essaye de commencer d'apporter des solutions autres que sécuritaires. Et on ne le fait pas. Un autre exemple, moi j'ai connu les îlotiers. J'ai moi-même été îlotier. Alors pour certains, on ne sait pas ce que c'est. Hein, ça fait plus de 25 ans que ça a été supprimé. L'îlotier, c'était le policier qui était tout le temps à pied, au cœur de la cité, qui prenait contact avec les commerçants, qui prenait contact avec la population, et très souvent la source d'information de la délinquance venait de la population et des commerçants eux-mêmes. On les a supprimés du jour au lendemain. On a tout retiré. Il y avait des commissariats de quartier dans les cités. On les a fermés. Donc il y a eu un désengagement policier de la part de l'État. Et on a eu de la même manière un désengagement de l'ensemble des services publics. Il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus de poste, enfin tous les services publics. Donc les citoyens, se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Les jeunes n'ont plus d'encadrement, n'ont plus de personnes de l'État, éducateurs sociaux notamment, pour les prendre en charge. Donc ils sont laissés en déshérence. On a aussi un abandon de l'autorité parentale également, il faut clairement le dire. Et donc on a des jeunes qui se retrouvent abandonnés comme ça et qui à longueur de journée vont errer dans le quartier. Et qui va les prendre en charge? Ceux qui ont besoin de mettre en place un réseau, notamment un réseau de trafic de stupéfiants, pour employer des gamins de 10 ans, de 12 ans, pour faire le guetteur au coin de la rue. Le gamin, il va rentrer le soir chez lui, il va avoir 50 ou 100 euros. Mais qu'est-ce qui va encourager le gamin à aller travailler à l'école, à faire des études, pour avoir un salaire et avoir une bonne situation? Rien. Il gagne 50, 100 euros par jour, juste en se mettant au coin de la rue, pour siffler quand la police arrive, quand vous avez les dealers qui trafiquent. Donc l'État doit très sérieusement prendre en considération que la politique qui a été conduite depuis des années n'a pas fonctionné
pour ces quartiers défavorisés notamment, et qu'il convient de se mettre autour d'une table avec tous les acteurs concernés, et pas que la police. Donc il y a la police, il y a la justice, il y a l'éducation nationale, etc., les éducateurs sociaux, tout le monde social, et puis essayer de trouver des solutions en commun. Mais le problème dans notre pays, c'est que les politiques ont la prétention de penser qu'ils savent mieux que les acteurs de terrain. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, on ne nous associe pas. On nous met devant le fait accompli. Le nouveau schéma du maintien de l'ordre, il n'a pas été concerté avec les syndicats de police. Est-ce que la rédaction de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, qu'en plus, nous, on est plutôt favorable, voilà, vous le soutenez, vous. Mais on n'a pas été associé à la rédaction. Les journalistes non plus. Donc forcément, ça ne peut pas être en adéquation avec la réalité de ce que et les journalistes et les policiers vivent. Pourquoi vous le soutenez, cet article? Parce qu'il y a évidemment des violences contre les policiers. Oui. Vous citiez d'ailleurs les menaces de mort contre vous après une prise de position. Je veux dire, ça, personne ne le niera, c'est une évidence. Et il y a une mise en danger, parfois jusque dans le domicile privé des policiers. Mais ça, c'est un problème de réseaux sociaux. Est-ce qu'on le règle en empêchant de filmer ou est-ce qu'on le règle en rétablissant l'ordre dans cet espace public que sont les réseaux sociaux? Alors nous, c'était pas ce qu'on demandait. On demandait que la rédaction de l'article, qui n'a pas été pris en compte, nous concernant, parle bien d'un floutage du visage des policiers sur des vidéos qui sont utilisées sur les réseaux sociaux, accompagnées de messages de haine, de menaces contre les policiers, et qu'elles soient déjà que les personnes soient identifiées, mais qu'elles soient sévèrement réprimées. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on n'a jamais demandé l'interdiction de filmer les policiers en intervention. Alors, encore moins pour les journalistes, parce que on est attaché fondamentalement à la loi de 1881, je le dis très clairement, et en tant que syndicaliste, on a quand même un rapport avec les journalistes dans notre travail au quotidien qui est quand même relativement proche. Non, pour nous, c'est fondamental pour notre démocratie, ça fait partie des piliers de notre société. Il n'est pas question de remettre un iota de ce que prévoit la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et pas plus que pour le droit d'informer. C'est-à-dire que moi, je suis allé en manifestation en 2016, j'ai pris ma petite GoPro, je suis allé filmer pour montrer du côté policier ce qu'on subissait aussi. Mais demain, je ne peux plus le faire. Donc ça, c'est hors de question. Par contre, les gens qui filment dans le seul but d'identifier clairement les policiers, d'essayer de trouver leur lieu de résidence, de diffuser tout ça avec la vidéo sur les réseaux sociaux pour dire voilà, celui-là, il s'appelle un tel, il était violent, il habite à tel endroit, on va lui faire sa fête. Non, ça, c'est pas acceptable. Est-ce qu'on n'a pas déjà les armes juridiques? Alors, juridiquement, il y a des dispositifs. Le problème, c'est que il faut aller piocher dans un texte ou alors aller piocher dans un autre. Il y a deux possibilités. Soit on réécrit l'article 24 et très clairement, en rappelant tout ce qui doit être fait pour protéger les policiers, mais aussi leurs familles, parce que c'est aussi pour les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier demande à ses enfants de ne pas dire en milieu scolaire que son papa est policier. C'est du vécu, on a déjà eu plusieurs cas comme ça. Donc soit on le rédige très clairement à la fois pour la protection des policiers et à la fois pour les journalistes sur la loi de 1881 et sur le droit d'informer de la part de nos concitoyens, soit on le retire et on crée véritablement un nouveau texte qui rassemble tout ce qui existe ici ou là dans le droit pour avoir un texte unique qui catégorise tout ce qu'il faut en infraction pour la protection des policiers. Et comme ça, je dirais, l'affaire sera entendue. Bon, mais une fois de plus, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une rédaction, sans aucune concertation, qui d'ailleurs est un peu alambiquée, parce que on retrouve à peu près la même chose dans le projet de loi sur le séparatisme. Oui. Donc voilà, donc on voit que d'un côté, on a un ministre de la Justice qui propose une loi sur le séparatisme, de l'autre côté, des parlementaires à l'initiative du ministère de l'Intérieur qui propose une loi sur la sécurité globale, et quand on les lit, on voit qu'il y a des ressemblances, donc ça veut dire que même entre eux, ils ne sont pas concertés. Est-ce que c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir afficher un projet de loi qui plairait
à ces policiers, dans la mesure où ils se vivent comme le premier flic de France? Je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça fait des années qu'on demande un dispositif très clair, net et précis sur la protection de l'image des policiers et de leurs familles sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, je ne vais pas vous dire qu'on n'avait pas monté au créneau, tous syndicats confondus d'ailleurs, auprès du ministre de l'Intérieur, pour profiter de la loi sur la sécurité globale, pour qu'il y ait un dispositif qui nous concerne. Mais ça partait du principe d'un floutage. Le floutage n'est même pas prévu dedans. Et puis on a un article 24, voilà, qui tombe un peu comme, je dirais, comme un cheveu sur la soupe, qui se retrouve mélangé avec la police municipale, les sociétés privées de sécurité, alors que cet article-là ne devrait pas être à ce niveau-là, quoi. Et dont le risque principal est que, du coup, certains policiers s'autorisent en manifestation à confisquer des caméras, à empêcher de filmer, à faire en sorte justement qu'il n'y ait pas d'image, alors qu'on sait à quel point c'est nécessaire, et ce serait peut-être d'ailleurs nécessaire aussi pour les policiers eux-mêmes, qu'il y ait des très honnêtement, ce genre de choses qui se produisent, alors moi je n'ai pas connaissance, mais je vous crois bien évidemment sur parole, vous savez, les collègues sur le terrain, les grands débats nationaux politiques, des projets de loi, ils sont à milieu de ça. Leur préoccupation, c'est leur quotidien sur le terrain, savoir s'ils vont pas avoir de problème dans la journée, s'ils vont bien rentrer entiers le soir à la maison, et surtout qu'on leur donne bien les moyens de faire leur boulot. C'est tout ce que voient mes collègues, hein. Ils sont à milieu des considérations politiques sur les lois. Mais sur les caméras, et vous avez raison, nous, on reste persuadés, au titre d'Alternative Police CFDT, que la meilleure protection juridique pour nos collègues, c'est qu'eux-mêmes soient en capacité de filmer. Oui, voilà. Donc on a une version qui serait nécessaire quand il y a véritablement un doute sur, tout à fait. Les événements. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas être d'un côté dire on est contre la loi d'informer, la liberté d'expression et la liberté de la presse, et puis d'un autre côté dire les policiers doivent filmer. C'est un peu contradictoire. Donc nous, on porte naturellement cela depuis des années. Il faut savoir que la question de la caméra piéton dans la police nationale, ça existe quand même depuis 2010, hein, ça fait 10 ans. Alors, il y a eu les débats, il y a eu les discussions, après il faut lancer les appels d'offres de marché public, parce que c'est très cadré juridiquement, et on a réussi à avoir une première vague de livraison en 2012, je crois, ou 2013, de caméras. On a entre 10 et 15 000 dans la police nationale, qui malheureusement ne sont pas efficientes dans le fonctionnement. Elles ont une très faible capacité de mémoire, les batteries tiennent qu'une heure. Donc là, l'appel d'offres un nouvel appel d'offres vient d'être lancé. Et donc on a 30 000 caméras qui doivent arriver pour juillet 2021. Nous, on considère que c'est fondamental de les avoir, et de les avoir en nombre. Chaque équipage de police, en général on est à 2 ou à 3, doit à minima, et je dis bien à minima, avoir une caméra piéton avec eux. Parce que, c'est pour eux un outil de protection juridique, parce que quand on va mettre en cause leur bonne foi sur une intervention, ils auront de leur côté les images qui pourront soit contredire la version, soit abonder la version, et là, après, c'est l'appareil administratif et judiciaire qui se mettra en route sur l'enquête pour éventuellement prendre les sanctions qui doivent être prises. Et puis, c'est aussi la caméra piéton pour les policiers, un renforcement de la transparence que l'on doit à la population. Je vous le disais tout à l'heure, pour être respecté, il faut être respectable. Donc on n'a rien à cacher. Et plus on sera transparent vis-à-vis de la population, et moins on aura de défiance ou un sentiment qu'on fait un peu ce qu'on veut, parce qu'on est la loi, on est au-dessus de la loi. Non, on est la loi, mais on ne fait pas la loi. On n'est pas au-dessus. Donc on doit montrer de manière très transparente à la population que notre boulot, il est toujours, ou en tous les cas dans la grande majorité, très bien fait. Alors on a malheureusement des actes à la marge, et pour mettre un peu en opposition, vous avez ces tristes affaires, mais vous avez aussi en France une intervention toutes les 10 secondes, et vous avez 4 à 5 millions d'interventions de police par an. Donc, la proportion, il faut aussi la remettre à son niveau. Ça restera toujours de trop. Moi, je ne défendrai jamais ce qui ne l'est pas, et encore moins sur des propos racistes ou autres, dont j'ai moi-même pu faire l'objet dans ma vie. Donc ça, c'est intolérable, on ne peut pas l'accepter, et on peut d'autant moins l'accepter dans la police nationale. C'est quelque chose que j'exècre. Je ne peux pas voir un seul instant une violence gratuite ou un racisme de l'un d'entre nous, parce qu'on représente l'État, on représente la France, la République et ses valeurs, et qu'un policier ne peut pas se comporter
comporter comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond qui est que le principe, vous venez de le dire, c'est que la police représente l'État et que l'État, normalement, c'est l'émanation de la volonté des citoyens. Et c'est pour ça qu'il y a une acceptation de la violence légitime et du monopole de cette violence légitime de la part des citoyens. C'est parce que, en fait, leurs policiers, c'est eux. Et on a l'impression que c'est ça qui est en train de se briser. C'est-à-dire que la crise démocratique qu'on vit, l'impression qu'ont certains citoyens que ce pouvoir ne représenterait pas les intérêts des citoyens, c'est ce qu'on a vu notamment pendant la crise des Gilets jaunes, leur donne l'impression d'un camp contre un autre. Et donc vous vous retrouvez en fait comme protégeant un camp qui est jugé illégitime par le camp d'en face. Est-ce qu'on n'est pas là dans une spirale qui risque d'être extrêmement dangereuse? Cette spirale-là est extrêmement dangereuse et on doit en sortir et en sortir très rapidement. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'on est censé être l'émanation de la population parce que on vient de cette population. La grande majorité des policiers, même si on a fait des études, la grande majorité vient de milieux modestes. Là aussi, je ne veux pas relativiser la gravité de la situation. Mais bon, c'est pas la majorité de la population qui a une défiance vis-à-vis de la police. C'est une partie de la population qui a affaire à la police nationale, quel que soit le motif légitime, manifestation pour revendiquer un droit à ceci ou à cela. Et donc, elle se trouve confrontée à un problème de relations particulièrement violentes avec les policiers. Et donc, c'est cette population-là qu'on doit reconquérir. Parce que celle qui nous est acquise, on n'a plus besoin d'en faire la preuve. Donc comment vous faites pour reconquérir avec toutes les violences qu'on a vues, avec les gens blessés par LBD, avec tout ce qui a pu petit à petit travailler l'opinion et donner l'impression que cette fracture-là était en train de se creuser? Eh bien, déjà revoir notre façon de travailler. Donc ça, on parle plus de la formation initiale, mais de la formation continue. Et le ministre de l'Intérieur a rappelé des chiffres désastreux quand vous savez qu'à peine 20% des policiers bénéficient de leur formation continue. Ben voilà, vous avez posé le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans la police, vous avez votre formation initiale, puis quand vous sortez de l'école, il ne se passe plus rien. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, pendant 30 ans de carrière, vous n'avez pas de remise à niveau. À un moment, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes dans le cadre des missions accomplies. Mais le policier n'est pas responsable. Alors, il est responsable de ses actes, mais il n'est pas responsable de ne pas avoir eu la formation qui permettait d'adapter ses gestes en intervention. C'est l'État qui est responsable de ne pas donner les moyens aux policiers d'avoir une remise à niveau, parce qu'on en a besoin, mais je dirais comme dans n'importe quelle profession d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple qui est très criant. Dans la police nationale, vous avez le droit à 2 heures de sport par semaine. Obligatoire. Sur votre temps de travail. Ça fait des décennies que ce n'est pas appliqué. Donc, on nous demande d'avoir une condition physique. Parce que quand on va courir après un délinquant, il faut quand même qu'on ait une certaine forme. Mais l'État ne nous donne pas la capacité de faire le minimum de ce que prévoient les textes, à savoir les 2 heures de sport. Et pourquoi ? Parce qu'on a des missions à faire et qu'on n'arrive pas à dégager suffisamment de temps pour pouvoir donner ces 2 heures de sport. Alors il y a un problème structurel, ça c'est clair. Il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de superposition de services. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une réforme du temps de travail actuel dans la police nationale pour essayer de rassembler un maximum d'effectifs en même temps pour avoir une bouffée d'oxygène à la fois pour assurer les missions, mais aussi pour permettre aux policiers de souffler. Parce que quand on a des collègues qui pètent un câble, même si ça reste inacceptable, ils pètent un câble, pourquoi ? Mais quand vous avez eu 18 mois de manifestation de Gilets jaunes, toutes les semaines, qu'on ne vous a pas accordé vos congés, qu'on n'a pas cessé de reporter de semaine en semaine les repos légaux que vous deviez avoir, mais à un moment donné, vous avez une partie des collègues qui sont à saturation, et physiquement et psychologiquement. Donc oui, l'État, quel qu'il soit, quel que soit le gouvernement, porte la responsabilité de cela. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir faire son autocritique et dire, bon, là, il faut qu'on revoie
le dispositif, le schéma même de fonctionnement organisationnel et structurel de la police nationale, parce qu'on va droit dans le mur, et on va droit dans le mur aujourd'hui. Avec en plus une inflation administrative, de la paperasse, qui là aussi diminue le nombre de policiers sur le terrain. Mais un autre exemple très parlant, la réforme de la procédure pénale. On a lancé la réforme de la procédure pénale il y a maintenant 2 ans, 3 ans même, et on s'arrête en cours de route. Ça, c'est comme la réforme de la garde à vue qu'on a connue il y a quelques années. On est dans une réforme de la garde à vue, on est à la fois sur l'inquisitoire et l'accusatoire, un mixte de la garde à vue à la française avec une part anglo-saxonne. Et on ne peut pas, soit on est totalement inquisitoire, soit on est totalement accusatoire, mais on ne peut pas être à mi-chemin. Mais la réforme de la procédure pénale, c'est la même chose. On a dit, tiens, il faut dématérialiser la paperasse. Donc, on va mettre en place des outils numériques. Mais on va juste les mettre pour quelques 3 actes de procédure, et puis on va faire une expérimentation sur 3 ans. Et ça marche pas, ça. On généralise l'oralisation, c'est-à-dire qu'on prend votre déclaration sur le terrain, c'est un PV informatisé, et on envoie, et tout se traite comme ça. Aujourd'hui, une procédure criminelle, c'est ce qu'on appelle plus de 1000 feuillets. C'est des procédures comme ça. Mais tout ce temps-là que le policier passe à saisir en informatique, c'est du travail d'enquête qu'il ne conduit pas sur le terrain. Donc, et là, on nous dit, vous faites une expérimentation de 3 ans. Donc, pendant 3 ans, on ne règle pas la problématique de la paperasse. Donc je vais être un peu vulgaire, mais on en crève de ça. On en crève de ça. On ne fait pas notre travail fondamental de policier quand on nous consacre à des tâches administratives. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Et ça dégage en plus de l'effectif pour renforcer les collègues sur le terrain, notamment en judiciaire. Vous savez, dans la police nationale, il y a une très grande désaffection pour la voie de police judiciaire. Plus personne ne veut aller en PJ, parce que pour aller en PJ, il vaut mieux être officier de police judiciaire, sauf qu'un officier de police judiciaire, il a 90 € par mois pour sa fonction, avec la responsabilité pénale que vous endossez, et puis la charge de travail que vous avez. Mais plus personne ne veut le faire. Donc là, on est en train de réformer. Là, on est en train de voir des textes pour avoir une véritable attractivité en filière, ce qu'on appelle la filière investigation. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Alors, un OPJ qui travaille, un officier de police judiciaire qui travaille, il va avoir 90 €, et l'officier de police judiciaire qui n'exerce plus la qualification d'officier de police judiciaire continue quand même à toucher 50 €. À un moment donné, il faut se poser des questions. Alors là, on est en train de réformer, mais c'est une réforme douce, parce qu'aller expliquer à 6, 7, 10 000 policiers qui n'exercent plus l'officier de police judiciaire et qui touchent quand même 50 € qu'on va leur supprimer les 50 €, bah on y va doucement. Donc ça va prendre 2 ans, et au bout de 2 ans, ce sera définitivement supprimé, en laissant la possibilité à ceux qui touchent ces 50 € et qui n'exercent plus, bah, sur 2 ans, de réfléchir et de faire le choix de repartir dans l'exercice de l'officier de police judiciaire pour toucher une prime qui sera en plus réaugmentée, puisque le but, c'est aussi d'augmenter la prime de ceux qui exercent, de façon à avoir une véritable attractivité sur ce travail, qui est quand même un travail avec une responsabilité très lourde, hein, je me répète, hein, Oui. une responsabilité pénale, parce que si un officier de police judiciaire loupe ses actes, c'est sa responsabilité qui est engagée dans une affaire par rapport au parquet. Donc voilà, donc il est temps qu'on réforme la police nationale, parce que effectivement, on a encore la confiance de la population. Le dernier sondage qui est sorti, c'est 60%. Oui. Bon, je pense qu'il est temps de ne plus attendre d'arriver à moins de 50%. J'allais vous dire, vous voyez l'avenir comment? Parce que, en effet, la confiance est encore là en très grande majorité. On voit pour autant des accros, on voit des doutes de la part d'une part croissante de la population. On voit aussi des changements de mentalité, et on a l'impression que vous êtes pris au milieu de ça, que les policiers sont finalement le noyau, mais aussi ceux qui font tampon. Ah, vous attendez quoi des politiques et des citoyens? Alors, vous avez raison, on est entre le marteau et l'enclume, clairement. Voilà, donc on est d'un côté les faire-valoir du politique, ou les boucs émissaires des problèmes, et de la même manière, de la population, c'est forcément les policiers qui ont tous les torts. Moi, ce que j'attends, c'est que
je suis très content d'entendre un ministre faire le constat de ce qui ne va pas dans la police nationale et d'apporter des réponses. Mais ça, ce sont des engagements. Nous, on veut des actes. Alors là, il y a des choses qui sont engagées, on ne peut pas dire le contraire, mais combien de ministres ont pris des engagements qui se sont soldés par aucun acte concret? Mais on en a des listes, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais la lutte contre les suicides dans la police, parce que c'est un vrai sujet. Christophe Castaner a apporté des réponses, mais ce sont des réponses qui ne sont pas en adéquation avec la réalité de ce que vivent les collègues. Est-ce qu'il est normal dans la police nationale, par exemple, c'est une proposition qu'on a faite, qui n'a pas été retenue, que quand des collègues sont confrontés à des situations particulièrement graves de mission du quotidien, le décès d'une personne, un accident grave où vous avez 2 morts dans une voiture, des policiers blessés sur du maintien de l'ordre. Il n'y a jamais de briefing et de débriefing dans la police nationale. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ça coûte quoi de le mettre en place? Ça coûte rien. Ça coûte juste de prendre une demi-heure et de faire le point. Alors, il y en a qui le font d'initiative. Je ne dis pas qu'on n'a pas des chefs de service qui ne le font pas. Mais ce n'est pas institué. Donc il faut le mettre officiellement, ce principe de briefing sur certaines missions, mais surtout de débriefing quand on a eu des drames, ou dans nos rangs, ou dans notre vécu de mission. Moi, j'en ai vécu quand vous êtes allé, je vais être un peu cru, mais quand vous allez ramasser un vieux monsieur qui est décédé tout seul dans sa maison, et que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est là, mort, psychologiquement, vous n'êtes pas formé pour ça. On n'a pas été formé à la vision de la mort. En école, on ne vous apprend pas ça. Ça, je veux dire, c'est la vie. Et quand vous êtes confronté à ça, bon, déjà, vous prenez un coup. Quand en plus, vous devez... Alors, à l'époque, parce que maintenant, fort heureusement, ça a changé, mais moi, à l'époque, quand il fallait aller au funérarium pour accompagner le corps, et que vous venez d'être papa, et que vous voyez un bébé qui est en train d'être embaumé au funérarium, vous savez, vous en rêvez quelques nuits. Enfin, vous en cauchemardez quelques nuits. Donc, et tout ça, vous l'entassez, parce que vous n'avez pas la possibilité d'en parler. Quand vous rentrez chez vous, vous n'allez pas en parler à votre femme, les enfants, enfin, je veux dire, on m'a dit aussi, quand on arrive au commissariat, quand on ouvre le vestiaire pour mettre la tenue, dans le vestiaire, on y met aussi nos problèmes. Oui. Voilà. Mais... Sauf qu'ils sont toujours là. Sauf qu'ils sont toujours là, et c'est à l'institution. Vous emmagasinez ça, vous emmagasinez ça, et puis vous avez différents types de réactions. Soit malheureusement, vous avez des collègues qui se suicident. Moi, j'en ai eu 2 dans mon service, dans ma brigade, que je connaissais très bien, qui sont suicidés. Soit vous pétez un câble sur le terrain, parce que c'est déjà arrivé aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Aujourd'hui, on vous dit... la lutte contre les suicides, moi je critique pas ce qui a été mis en place par tel ou tel ministre. Tout ce qui est mis en place, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Mais quand on vous dit que pour régler le problème du suicide, on va vous mettre un numéro vert, mais vous croyez un seul instant que le collègue, il va faire la démarche, le collègue qui est en souffrance, il va faire la démarche d'appeler ce numéro? Mais jamais de la vie. Est-il normal aujourd'hui qu'on a à peine 70 psychologues dans la police nationale pour 146 000 agents? Enfin, je veux dire, mais pourquoi on n'a que 70 psychologues dans la police? Parce qu'ils ne sont pas payés à la hauteur de leur travail. Ils sont payés à la hauteur d'un fonctionnaire. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, il y a une reconsidération à avoir de l'organisation même de l'institution. Et je veux dire, là, je ne dévoile rien. Ça fait des décennies qu'on le dit, qu'on doit se moderniser, qu'on doit revoir le principe archaïque du fonctionnement de la police qui est très vertical. C'est très vertical. Vous avez ceux qui décident, puis vous avez ceux qui exécutent. Mais ceux qui exécutent, ce sont ceux qui sont les mieux placés pour dire ce que vous nous demandez de faire. C'est pas possible de le faire comme vous le demandez. Il vaudrait mieux l'adapter comme cela, parce que nous, on sait comment c'est sur le terrain. Non, on ne nous associe pas. On ne demande pas à prendre des décisions. On ne demande pas à faire partie des décideurs. Mais on demande, ne serait-ce que de nous dire, voilà, vous nous avez demandé de faire ça. Nous, on vous dit, non, on ne peut pas le faire. En tous les cas, pas comme ça, parce qu'on a telle difficulté, tel problème, et que nous, on pense qu'il faudrait peut-être mieux faire différemment et de faire des propositions. Ça rentre dans le cadre du débriefing ou du briefing d'une mission qu'on nous confie. Mais ça n'existe pas chez nous.
Donc en gros, vous avez là, il y a un programme énorme pour 2022, pour ceux qui voudraient se saisir de tous ces problèmes-là, des politiques qui voudraient jouer leur rôle. Clairement, oui, et on peut pas, et franchement, moi, je n'ai pas comment dire, de positionnement pour ou contre le gouvernement qui est en place, mais on ne peut pas enlever à Gérald Darmanin d'avoir dit en arrivant, écoutez, moi je suis là pour 18 mois, enfin c'est ce qu'il nous a dit, hein. Moi je suis là pour 18 mois, vous imaginez bien qu'en 18 mois, je ne vais pas pouvoir ouvrir des grands chantiers de réforme. Non, disons qu'on peut éviter dans ce cas-là se contenter de la com. Alors, c'est ça le danger. Vous lui poserez la question. Je lui poserai la question. Mais clairement, voilà, nous, il voit les problèmes qu'on a au quotidien, et je ne peux pas enlever le fait qu'il apporte des réponses. Mais alors, ce n'est pas des engagements verbaux, parce que ça, les promesses, ça fait bien longtemps qu'on les écoute plus. Donc, on nous dit des choses, et quand les engagements sont pris, on le salue. Là, on a 2500 véhicules neufs. En plus, c'est des 3008 Peugeot. Enfin bon, c'est la bonne voiture. Bon, on a au moins quelque chose pour bosser, quoi. Donc là, on a 2500 voitures qui arrivent flambant neuves. On nous dit qu'il y a des crédits qui sont engagés pour 2021 pour la rénovation des commissariats. Ouf, enfin. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de politique d'anticipation dans ce pays. C'est pas propre à la police nationale. C'est que les commissariats, on ne les rénove pas quand on est confronté au problème. Il faut une politique d'anticipation budgétaire pour dire qu'on vient de construire un commissariat, on sait que dans 10 ans, il y aura de la rénovation à faire. Eh bien ça, il faut le prévoir. On ne le prévoit pas. Donc c'est quand on est mis devant le fait accompli qu'on se met à apporter des réponses. Et il est un peu tard, quand le commissariat est totalement dégradé, il n'y a qu'une chose à faire, hein. C'est le raser et le reconstruire. Sauf que construire un commissariat, ça coûte des centaines de millions d'euros. Donc il y a une réforme à mener dans la police nationale, mais il y a aussi une réforme à conduire sur comment sont faits et menées les politiques budgétaires dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas d'anticipation budgétaire. En tous les cas, ça n'existe pas pour la police. Ça n'existe pas non plus pour le reste. Bon, merci beaucoup, Denis Jacob. Merci. On voit qu'en effet, les chantiers sont tellement importants que ça va prendre des années pour reconstruire tout ça. Merci. Merci.